j'essaie un peu de donner un plan des arguments principaux de la première partie de mon livre. Et j'espère après qu'on pourra avoir une discussion avec des questions, etc. Donc, avant que je commence, je veux juste donner un petit contexte historique parce que ce contexte historique-là est important pour pouvoir, je pense, continuer un peu avec ce que j'ai à dire. Donc, premièrement, la généalogie, le fait de vouloir trouver ses ancêtres est très populaire au Québec et généralement parmi les franco-descendants. Quand j'utilise le terme franco-descendant, ce que je veux dire, c'est que je parle des gens qui descendent ou qui ont comme ancêtres de souche les premiers Français, pour la plupart, qui sont arrivés en Nouvelle-France dans les années 1600. La raison pourquoi je dis franco-descendant et pas québécois ou canadien-français, c'est parce que plusieurs de ces franco-descendants-là vivent en Nouvelle-Angleterre, par exemple. Ils vivent dans d'autres endroits au Canada. Et ce que j'essaie de démontrer dans mon travail, c'est que ce n'est pas juste un phénomène, ce phénomène-là d'auto-autochtonisation qui est courant au Québec parmi les francophones, mais c'est vraiment quelque chose qui se passe parmi les francophones, les anglophones, peu importe, qui ont cette ascendance-là. C'est un peu pour ça que j'utilise ce terme-là, puis on pourra en discuter davantage plus tard si vous voulez. Donc, la généalogie est un secteur très populaire, important au Québec de différentes manières, incluant dans le secteur académique. Donc, il y a deux grands projets de généalogie universitaire qui existent depuis la fin des années 60 dans le cas du programme de recherche en démographie historique de l'Université de Montréal, qui a été fondé par Hubert Charbonneau en 1969, si je ne me trompe pas. Et aussi un projet qui s'appelle Balzac à l'Université du Québec à Chicoutimi, fondé par Gérard Bouchard en 1973. Donc, ça, c'est deux grands projets. Ces deux projets-là, ensemble, ont reçu le plus grand montant de financement de recherche dans les sciences sociales et humaines dans l'histoire du Canada. Donc, des dizaines de millions de dollars, vraiment pour donner accès aux documents qui nous aident à faire de la recherche généalogique pour les franco-descendants. Donc, le programme de recherche en démographie historique, ça fait plus que 50 ans que ça existe et ça a vraiment démocratisé l'accès au registre. Le programme lui-même rend disponible 1,7 million de documents qui commencent vers les années, si je ne me trompe pas, 1630 jusqu'à 1849. Donc, tout ça pour dire que c'est quand même assez facile relativement aux autres populations nationales. En fait, probablement quasiment le plus facile au niveau global pour les franco-descendants de pouvoir accéder à des ressources, accéder à des registres, etc., des bases de données pour pouvoir retracer leur ascendance jusqu'au début des années 1600. Donc, pour mon livre, c'est ce que j'ai fait. Je m'intéressais déjà un petit peu à la généalogie. Ça faisait des années que je m'intéressais à ça. Mais c'est vraiment dans mon livre où j'ai pris le temps pour faire ma propre généalogie jusqu'à cette période-là, le début de la Nouvelle-France. Et j'ai trouvé que, comme la majorité des franco-descendants, j'ai une petite ascendance autochtone. Donc, j'explique dans mon livre que j'ai 3 femmes algonquines qui sont parmi mes ascendantes. Et ça, c'est à un niveau d'environ entre 12 et 13 générations. Donc, c'est quand même assez loin. Et ça, c'est quand même quelque chose que, pour les franco-descendants, si vous faites votre propre recherche, vous allez probablement trouver 1 ou 2 ascendantes autochtones. Ce n'est pas rare. En fait, la majorité, ce que les recherches de Hubert Charbonneau et Bertrand Desjardins, etc., nous ont démontré, c'est que la majorité des franco-descendants ont une petite ascendance autochtone. Parce que si on pense au tout début de la colonie de la Nouvelle-France, il y avait un petit montant de personnes qui s'entremariaient. Donc, on est tous plus ou moins liés à des douzaines d'ancêtres de cette période-là. Donc, on est toute famille, si vous voulez, si on pense à famille de cette manière-là. Par exemple, moi, je partage la même, une des ancêtres de souche de Céline Dion,
qui s'appelait un guyon, c'était G-U-Y-O-N, ça est devenu Dion plus tard. Donc, quand je m'en vais aux États-Unis, je dis souvent que Céline, c'est ma cousine. Non, je ne dis pas ça. Mais vous allez voir qu'il y a des manières à refaire notre famille dont je vais discuter aujourd'hui, que les gens qui essaient de se créer une nouvelle identité autochtone font quand même des efforts assez spectaculaires des fois. Donc, juste pour dire qu'environ 70 à 75 des Franco-descendants ont une ascendance autochtone qui remonte aux années 1600. Au Canada, il y a environ 13 à 14 millions de Franco-descendants, juste au Canada. Donc, ça veut dire qu'environ 10 millions de personnes, de Franco-descendantes, de Franco-descendants, je m'excuse, ont une ascendance autochtone. Évidemment, ce n'est pas ces 10 millions de personnes-là qui se disent autochtones aujourd'hui, mais c'est des centaines de milliers de personnes en général dans l'est du pays, donc ici en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, au Québec et à l'est de l'Ontario, au sud de l'Ontario, qui se disent maintenant nouvellement autochtones à cause d'une découverte généalogique. Donc, c'est vraiment ça ce que je discute dans mon travail. Je ne parle pas des gens qui, à cause de différentes politiques vraiment violentes d'enlèvement d'enfants, donc soit les pensionnats, soit le RAF des années 60, ont été déconnectés de leur famille et aussi de leur communauté et essaient de se reconnecter. Mon travail ne touche pas ces expériences-là parce que, encore une fois, moi, je remonte aux années 1600. Si on accepte qu'aujourd'hui, avoir une ascendance dans les années 1600 nous rend autochtones, comme j'ai dit, la grande majorité de la population québécoise serait autochtone et environ 10 millions de Canadiens le seraient. Et moi, je n'accepte pas cette logique-là. Vous allez voir que dans ma discussion que les penseurs autochtones sont aussi contre ce mouvement-là et aussi les communautés autochtones dans l'est du pays. Les Premières Nations ont vraiment pris position contre ce mouvement-là depuis 4-5 ans. OK, alors, je voulais juste vous donner ce contexte historique-là parce que je pense que ça aide un peu à comprendre vraiment mes motivations et aussi je me positionne un peu dans cette recherche-là. J'ai recherché ma propre généalogie, ma propre histoire familiale. Bon, OK, je vais aller à la première. Oups. Alors, la première partie du livre, ce que je fais, c'est que je regarde les mécanismes d'ascendance. Au lieu de me demander, de me poser la question pourquoi on revendique ce genre d'identité-là de plus en plus, je voulais vraiment comprendre comment. Alors, c'est quelle sorte de mécanismes qui sont utilisés pour que quelqu'un qui fait une recherche quelconque en ligne ou autrement va soudainement se dire autochtone et va souvent revendiquer des droits autochtones. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai étudié 5 forums généalogiques en ligne, 3 en français, 2 en anglais. Les 5 forums sont vraiment visés à une population franco-descendante. Puis, la raison pourquoi j'ai trouvé des forums, j'ai choisi des forums généalogiques en ligne, c'est parce qu'ils existent, ils sont là, ça fait beaucoup plus longtemps que les médias sociaux. Donc, il y a certains forums, par exemple, qui ont commencé en 2004 ou 2005. Donc, ça me donnait vraiment plus de 10 ans de données par rapport à quelle sorte de discussion a lieu autour de l'identité autochtone, des ascendantes autochtones et aussi juste généralement autour de l'autochtonité. Donc, c'était vraiment ça, ce que je visais, c'est quand les gens affichaient des commentaires, puis ensuite, il y avait un fil. Donc, j'ai vraiment étudié ces discussions-là. Il y avait environ 700 pages simples interlignes de données que j'ai étudiées aussi avec une assistante de recherche. Donc, il y a 3 mécanismes qui revenaient dans ces discussions-là. Et j'appelle ces mécanismes-là des pratiques d'ascendance. La raison pourquoi j'utilise le mot pratique, c'est vraiment pour mettre l'emphase sur l'idée que ce que j'identifie, c'est qu'on fait quelque chose avec nos ancêtres. Ce n'est pas juste une question innocente de trouver une ancêtre et ensuite de réclamer une identité qui est plus ou moins similaire de cet ancêtre-là. Ce qu'on va souvent faire, c'est qu'on va changer l'identité de l'ancêtre
pour pouvoir, aider à rencontrer nos propres désirs dans le présent, de devenir autochtone. Donc, dans le premier chapitre, et je vais aller plus en détail dans quelques minutes, je parle de la pratique d'ascendance linéaire. Et ça, c'est comme l'ascendance linéaire, c'est quand même la pratique de la généalogie la plus courante. C'est juste l'idée que, tu sais, on va trouver notre grand-mère ou notre arrière-grand-mère et on va suivre dans sa lignée ses ascendants. Donc, c'est pour ça qu'on dit linéaire, parce que c'est une lignée. Donc, ce n'est pas trop controversé, sauf que ce que je démontre, c'est qu'on va utiliser une femme, par exemple, algonquine, pour se dire Abénaki aujourd'hui, ou pour se dire métisse, ou pour se dire peu importe. Il y a même une femme algonquine qu'on utilise pour se dire Innu, par exemple. Donc, on ne respecte pas l'identité comme telle de la femme. On utilise la femme pour ses propres fins politiques aujourd'hui. La deuxième pratique ici dont je discute, c'est l'ascendance ambitieuse. Et dans ce cas-là, évidemment, il y a cette idée-là de l'ascendance linéaire. Mais avec l'ascendance ambitieuse, ce qui arrive, c'est que l'identité d'une femme française dans les années 1600 est transformée. Donc, si, par exemple, tu es parmi les 20 à 25 ou des fois même peut-être 30 de franco-descendants qui n'ont pas d'ascendance autochtone, il y a des chances que tu vas quand même trouver une de ces femmes françaises qui sont maintenant devenues autochtones. Donc, aujourd'hui, tous les franco-descendants peuvent se joindre aux organismes au Québec, par exemple, qui se disent métis. Il y en a qui se disent Abénakis, il y en a qui se disent Algonquins aussi. Comme l'Alliance autochtone du Québec accepte n'importe qui parce qu'ils acceptent des gens avec une ascendante française. Cette femme française-là qu'on pense est devenue autochtone. Donc, je vais en discuter, je vais donner des exemples dans quelques minutes. Et la dernière, c'est l'ascendance latérale. Et ce que je veux dire par ça, c'est que, je vous donne un exemple. Par exemple, on connaît bien Louis Riel, le grand leader du peuple métis de l'Ouest, la nation métisse. Alors, ce que je voyais sur les forums, c'est que, alors juste pour expliquer, Riel, en fait, c'était Riley, puis c'était un nom irlandais. L'Irlandais arrive en Nouvelle-France dans les années 1660-70, si je ne me trompe pas, marie une Canadienne française, puis s'intègre à la communauté canadienne française. Donc, le nom Riel, on le trouve partout au Québec aujourd'hui. Ces gens-là ne sont pas liés à Louis Riel directement. Sont peut-être 8e, 9e cousins, etc. Mais ils n'ont pas de... Ça, c'est cousins dans le passé, là. Donc, ils n'ont pas de relation, de rapport avec la nation métisse. Mais parce qu'on trouve le nom Riel dans notre généalogie, maintenant, on revendique une identité métisse. Donc, c'est le genre de logique qui est en jeu ici avec la troisième pratique. Donc, je vais continuer à donner des exemples de ces trois pratiques-là qui correspondent aux trois premiers chapitres du livre. Et après, on pourra avoir une discussion. Bon. Oh, le CC est là, hein? Je vais l'enlever, excuse. Bon, alors, ça, c'est un exemple d'un des forums en anglais. Robert a été sur un des forums, puis il a posé une question. Donc, l'ancêtre qui est la plus commune, autochtone qui est la plus commune parmi l'ascendance franco-descendante, c'est Marie Sylvestre. C'est une femme Huron-Wendat algonquine qui est née en 1624 et Marie Martin Prévost à Beauport, à Québec, en 1644. Donc, lui, il a découvert que Marie Sylvestre était parmi ses ascendantes. Je suis en mesure, moi aussi, de retracer mes ancêtres jusqu'à ces deux personnes en tant que parents de Marie-Olivier Sylvestre, qui a épousé Martin Prévost en 1644. J'ai toujours senti que quelque chose me manquait et j'avais le sentiment qu'il y avait des Autochtones dans ma famille. Alors, est-ce que je peux revendiquer le statut pour moi et mes enfants et qui je consulte et où allons-nous? Donc, ce monsieur-là ne s'intéresse pas trop à l'identité de Marie Sylvestre, comment elle s'est trouvée à Québec, mais il s'intéresse plutôt à avoir une reconnaissance formelle,
peut-être même légale, de sa nouvelle identité. Donc, on voit souvent ce genre de discussion en ligne. Et c'est une discussion qui, on va voir les gens qui gèrent ces discussions-là vont souvent alimenter ces discussions. Ils vont ajouter de l'information, ils vont encourager les gens de se proclamer, de s'autoproclamer autochtones. Ça aide quand tu as des gens dans ces forums qui vous disent que, ah oui, vous avez de l'allure, ça fait complètement du sens de se dire maintenant autochtone parce que tu as trouvé cet ancêtre-là. Un autre exemple, c'est que dans le cas de Marie-Sylvestre, on a su en 2008 qu'une organisation en Ontario, puis je peux en discuter plus à la fin si vous voulez, mais une organisation qui est impliquée et reconnue, impliquée dans une revendication territoriale dans le territoire algonquin, donc dans le bassin versant de la rivière des Outaouais en Ontario, qui ont été reconnus par cette négociation-là et implique le gouvernement fédéral et provincial. Donc, on voit ici que cette personne-là, une généalogiste, dit que 2 de ses clients ont été acceptés comme algonquins dans ce cas-là parce qu'ils ont une ascendance qui remonte à Marie-Sylvestre. Donc, on voit que des fois, dans des instances formelles, pas juste des organisations sans but lucratif qui se disent autochtones, mais même dans certains organismes qui sont reconnus par les gouvernements, on accepte cette ascendance qui remonte aux années 1600. Donc, dans ce cas ici, on a un homme américain qui veut avoir un statut quelconque. On ne sait pas trop lié à quoi. Et dans ce cas-là, on a des gens qui peuvent se dire algonquin et être acceptés comme algonquins dans cette négociation territoriale-là, juste parce qu'ils sont liés à cette femme, Marie-Sylvestre. Donc, il y a 3 femmes. C'est un tableau du livre. Je pense que ça va avoir l'air un petit peu différent. Mais alors, il y a 3 femmes autochtones qui revenaient souvent dans mes recherches. Donc, j'ai voulu compter le nombre de descendants que ces femmes-là avaient pour pouvoir estimer combien de descendants aujourd'hui vivants qui existent. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé des données plus statistiques dans la démographie historique. Donc, par exemple, il y a des gens qui calculent, dans les années 1700, 1800, c'était quoi la grandeur des familles moyennes au Québec, par exemple. Donc, c'est ces chiffres-là que j'ai utilisés pour pouvoir conclure que Marie-Sylvestre, par exemple, dans mon livre, j'explique environ 850 000 descendants vivants aujourd'hui. Juste elle, 850 000. La femme Nipissing, donc on n'a pas son nom. La femme Nipissing a eu un enfant avec Jean Nicolet. Jean Nicolet, c'était un des lieutenants de Samuel de Champlain. Et pour une raison qu'on ne connaît pas, en fait, on le connaît un peu, mais Jean Nicolet a ramené sa fille. Il était comme dans le territoire Nipissing, près de North Bay, en Ontario, pour plusieurs années, mais il a pris sa fille et l'a amenée à Québec pour la civiliser. Donc, il a volé de sa famille, en fait. Mais cette femme-là et lui ont eu un enfant, Euphrasine Madeleine Nicolet, qui a été élevée avec Marie-Sylvestre par une famille parisienne et ensuite par les Sulpiciennes. Et Marie Mitewa Megukwe, une femme algonquine, qui est née en 1631. Donc, 850 000 pour Marie-Sylvestre, de descendants qui sont vivants. Et pour ces 2 femmes-là, j'ai calculé entre 500 et 100 000. Donc, encore une fois, on voit qu'il y a plus d'1 million de personnes, si on utilise mes calculs, qui ont cette ascendance-là, juste par rapport à ces 3 femmes-là. Mais depuis ce temps-là, donc à la fin 2020, j'ai reçu des données du programme de recherche en démographie historique. Donc, je les ai contactés, puis j'ai demandé s'ils pouvaient faire un calcul pour moi. Donc, ils ont créé un programme pour calculer, en fait, combien dans leur base de données, ces 4 femmes-là, donc moi, juste pour en discuter, parce que je l'ai mentionné avant, la femme Nipissing, Marie Mitewa Megukwe et Marguerite Pigarwish sont les 3 femmes algonquines qui sont dans mon ascendance. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un calcul combien de descendants dans leur base de données chaque femme avait à chaque génération. Donc, on peut voir la première génération, ça fait un peu de sens, il n'y a pas beaucoup, ils ont juste
dans le cas de Sylvestre, c'est le 7 enfants. Mais parce que si tu te souviens, quand je parlais au début, le programme, la base de données existe pour les registres qui montent jusqu'à 1849. Donc, c'est pour ça que j'ai arrêté à la 8e génération. Après ça, ils n'ont pas autant de données. Vous comprenez? Donc, à la 8e génération, Marie-Sylvestre a 194 000 descendants. Donc, ça nous ramène autour du milieu du 19e siècle. On peut voir que Marguerite Pigarouche n'est pas trop loin derrière et les deux autres ont environ 60 000. Avec ces nouvelles données-là, j'ai fait un nouveau calcul et en fait, mon estimation est un peu conservatrice parce que ces 4 femmes-là ont plus de 3 millions de descendants vivants aujourd'hui et possiblement jusqu'à 4 millions. Okay, alors, c'est quand même, si on a ces genres de chiffres-là en tête, ce n'est pas surprenant qu'il y a des centaines de milliers de franco-descendants qui se disent autochtones à la base d'une ascendance qui remonte à ces femmes-là parce qu'on est des millions qui ont cette ascendance-là. OK, alors je vais continuer. Une autre affaire que j'ai faite, juste parce que ce n'est pas juste une question d'individu, je m'intéresse au mouvement comme tel. Donc, j'ai reçu des registres de différents organismes, de 4 organismes en fait, où ce qu'il y a, c'est l'information pour leurs membres, donc les individus, et leurs ancêtres de souche. Vous comprenez? Donc, j'ai pu voir c'est quels ancêtres de souche qui sont utilisés le plus souvent. Donc, dans le cas ici d'un échantillon de plus que 900 membres d'un organisme qui se disent Abenaki au New Hampshire, c'est une entre guillemets, tribu au Nouveau Hampshire. Marie-Sylvestre est la deuxième ancêtre de souche le plus populaire. On peut voir qu'elle est utilisée pour devenir Abenaki au New Hampshire, pour devenir métisse à Maniwaki au Québec, pour devenir Algonquin en Ontario et aussi pour devenir, métisse ici sur la Côte-Nord et Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc ça, c'est juste une femme. Peu importe son identité, tu peux voir qu'on l'utilise de différentes manières pour supporter des positions politiques dans une région particulière. Si tu es au New Hampshire, ça n'a pas de sens de dire que tu es métisse ou que tu es algonquin. Qui fait du sens parce que ça fait partie du territoire historique des Abénakis, c'est de dire que tu es Abénaki. Donc, ce n'est pas important, ça n'importe pas c'est qui l'ancêtre comme tel. Donc, j'ai donné d'autres données ici. Tu peux voir que Marie Mitawe Megukwe est aussi utilisée pour devenir Abénaki, pour Abénaki, je m'excuse, pour devenir métisse et aussi algonquin. Donc, ça, c'est juste un exemple de 4 femmes. Il y a environ une douzaine de femmes qui sont utilisées de la même manière, qui sont toutes nées avant 1670 et marient des hommes canadiens-français et sont intégrés à la communauté canadienne-française, plus tard québécoise. Bon, et finalement, par rapport au travail de Bertrand Desjardins, qui est impliqué avec le programme de recherche en démographie historique, il a fait des calculs. On voit que la moyenne de l'ascendance franco-descendante est 97,6 % français. Si on remonte aux années 1600, environ 1 % anglais, autres européens, donc il y a des Belges, il y a quelques Belges, quelques Suisses, une ou deux Allemandes, un Espagnol qui était facteur, en fait, à Québec, si je ne me trompe pas. Donc, il y a un petit éparpillement de différents Européens et 0,4 % autochtones. Ça, c'est ma propre généalogie. Tu peux voir, c'est plus ou moins pareil que la moyenne. Ce qui m'intéresse toujours, c'est de voir que, l'ascendance moyenne d'un franco-descendant est 2 fois plus anglais, en fait, plus que 2 fois plus anglais qu'autochtone, mais on ne voit pas un mouvement de franco-descendants qui s'auto-identifie comme anglais. La raison pourquoi on ne voit pas ça, c'est parce que ça ne fait pas de sens politiquement. Ça ne fait pas de sens, ce n'est pas logique. Mais le fait qu'on a toujours voulu, ça rend les choses plus faciles si les Autochtones disparaissent. C'est ça la logique derrière le colonialisme de peuplement. Donc, ce n'est pas surprenant que les Blancs diraient qu'ils sont autochtones parce que ça aide ce projet-là. Donc, la logique est là, ce que j'essaie de dire, la structure idéologique. OK, donc ça, c'était la première pratique. J'aurais dû écrire ça en français.
mais ce document-là est en anglais. La deuxième pratique, c'est c'est l'ascendance ambitieuse. Donc, dans ce cas-là, c'est quand des femmes françaises sont transformées en ancêtres autochtones. Donc, ça, c'est un exemple. C'est sur le site Ancestry que j'ai trouvé. Ce genre d'information-là circule régulièrement. C'est de l'information fausse. Mais on peut voir ici qu'il y a une femme, apparemment, qui est appelée Marguerite Mi'kmaq. Son père, c'est Henri Membertou, qui est un acteur historique réel. Donc, il y a un Membertou, le grand chef Mi'kmaq, qui a rencontré les Français en Nouvelle-Écosse. C'est bien connu, c'est documenté. Et sa femme, Marie Abénaquis, je ne sais pas si c'est le nom de sa vraie femme ou d'une de ses femmes, je ne sais pas. Mais ce qui était important, c'est que cette histoire-là existe parce qu'on dit que les filles, le gène, sont les filles de Marguerite Mi'kmaq qui a été envoyée en France par Membertou et a marié un Français et ensuite est revenue en Acadie avec ses enfants. Donc, on dit qu'en fait, les deux sœurs, le gène, sont des femmes métissées Mi'kmaq. Cette histoire-là n'est pas vraie, mais elle a commencé à un moment donné dans les années 1500 dans une histoire assez problématique. Et maintenant, ça fait partie du folklore un peu qu'on voit sur les sites. Et les organismes, soi-disant métis, acceptent les sœurs Lejeune comme des ancêtres autochtones. Donc, je veux juste demander si, une petite question, si on peut voir le problème ou certains des problèmes avec ce fichier-là. Il y a des choses qui nous disent que ce n'est pas possible, cette histoire-là. Je ne sais pas si le chat est disponible, mais si... non, OK, je vais vous dire d'abord. Donc, tu peux voir que Marie Abénaquis, elle a 3 ans quand sa fille est née. Et normalement, ce n'est pas possible. Normalement, en tout cas. En plus, elle est mariée à 10 ans, Marguerite Mi'kmaq. Et son fils est né après qu'elle est décédée. Donc, il y a plein de problèmes avec l'histoire, mais c'est le genre d'histoire qui, les gens vont souvent citer des sites web de ce genre et dire, écoute, moi, je suis un descendant de Membertou. C'est très commun qu'on entend ça parmi les Acadiens, mais aussi des franco-descendants qui ont des Acadiens dans leur ascendance. Bon, alors ça, c'est un exemple, les sœurs Lejeune. Il y en a 2. Moi, j'ai Catherine dans mon ascendance et le premier ministre aussi, Pierre Trudeau. Pas Pierre, mon Dieu, Justin. Alors ça, c'est un fichier d'un membre de la communauté métisse autochtone de Maniwaki. Tu peux voir ici que j'ai enlevé le nom du membre, mais la personne est née en 86. Puis elle compte Catherine Lejeune dans son ascendance à la 13e génération. Tu peux voir qu'elle est identifiée ici comme métisse Mi'kmaq. Donc, cette personne-là est membre de cet organisme simplement à la base d'une ascendance française. Vous comprenez? Ça, c'est un autre exemple. Ça, c'est sa sœur Edmée. Cette personne est née en 69, encore une fois, 13e génération, etc., etc. Donc, il y a environ une centaine de personnes qui sont membres de cet organisme-là, des 2000 fichiers que j'ai vus, qui ont été déposés dans un code juridique, qui sont maintenant publics. Il y avait 2000 fichiers, il y a environ une centaine qui utilisent simplement une de ces sœurs-là comme la base de leur membership. Et une autre femme qui a été transformée, dans ce cas ici, c'est une femme, une fille du roi. Je ne vais pas trop discuter de l'histoire des filles du roi, mais si vous avez des questions, on peut en discuter. Mais en fait, c'est une femme française, on le connaît bien. Elle a été baptisée à La Rochelle. On a le nom de son père. On a le baptiseur, en fait, et aussi le premier nom de sa mère. Jamais eu de problème à croire que c'est une femme française. C'était parmi les premières filles du roi qui ont été envoyées en France. Mais on voit ici que 3 personnes qui sont alliées avec le mouvement d'autoproclamation au Vermont et au New Hampshire ont fait une recherche quelconque sur l'ascendance génétique et je peux en discuter plus dans la période de questions si vous voulez. Tout ça pour dire que leurs résultats leur disaient qu'en fait,
Catherine Pilar était une femme d'ascendance sibérienne algonquienne. C'est un peu bizarre là, comme histoire, mais il faut penser au détroit de Bering pour penser à pourquoi on fait le lien entre sibérien et algonquin. Donc, l'histoire, c'est que il y a une population de la Sibérie qui a pris le pont de la Russie jusqu'aux États-Unis d'aujourd'hui et ils sont arrivés dans les Amériques et que les Algonquins sont descendants de ces gens-là. Okay, alors, ça, c'est l'histoire que ces gens-là sont en train d'utiliser pour donner la légitimité à leur recherche. Donc, Catherine Pilar, une fille du roi qu'on connaît très bien, est devenue une ancêtre autochtone. Je suis content de dire que l'association familiale des Charrons et du Charme, donc parce que Catherine Pilar a marié un Charron dit du Charme, la majorité des Charrons et du Charme au Québec et des Franco-descendants ont Catherine Pilar dans leur ascendance. Moi, je l'ai 3 fois. Donc, ce que l'association familiale a fait, c'est qu'ils ont embauché un chercheur expert québécois dans l'ascendance, dans les tests d'ADN pour trouver son ascendance. Et son nom, c'était Jacques Beaugrand. Puis lui, il a retesté les échantillons d'ADN et a découvert, a eu des conclusions complètement différentes. En fait, ce qu'il a dit, c'est que l'ADN n'est pas, on ne peut pas l'identifier à la Sibérie, mais on peut l'identifier à l'Asie de l'Ouest. Donc, dans la région de Kazakhstan, par exemple. Et on sait qu'il y a une population dans le temps médiéval de cette région-là qui est venue essayer de conquérir l'Europe de l'Ouest. Donc, c'est un ADN qu'on trouve aujourd'hui en France, en Italie, etc., etc. Donc, tout ça pour dire encore une fois que Catherine Pilar, on a essayé de changer son idée. Il y a eu des recherches qui ont dit non, en fait, vous ne connaissez pas ce que vous faites avec les tests ADN. On a embauché un expert qui a dit vous avez fait des erreurs. C'est une femme française. Mais on voit qu'aujourd'hui, elle est encore pensée et utilisée comme une femme autochtone. Donc, sur un des forums ici, un participant qui s'appelait Bing a dit « On m'a aidé récemment à retracer ma ligne ancestrale métisse jusqu'à Catherine Pilar Plat, Wenta, Huron. On m'a dit que cela me permet de devenir membre de la Fédération métisse du Canada et j'ai demandé si je pouvais présenter une demande en tant que citoyen des États-Unis. Premièrement, la Fédération métisse du Canada n'est pas une organisation autochtone. Deuxièmement, on peut voir ici, ce qui est intéressant, c'est que Catherine Pilar, maintenant, on lui donne un autre nom. On dit que c'est Plat et que, on ne sait pas pourquoi, mais Wenta Huron. Donc, on essaie de dire que c'est une femme huronne. Et ça, c'est en 2015, donc c'est 6 ans après les recherches de Jacques Beaugrand ont circulé en ligne. Et Lisa, ici, sur un autre forum, a été un peu plus loin. Catherine Pilar Plat a été répertoriée comme fille du roi, mais son ADN mitochondrial s'est avéré être amérindien. Et maintenant, nous la connaissons sous son nom de naissance, Wenta, fille du grand chef Atsena du clan de l'ours, tribu Huron. Donc, encore une fois, c'est tout inventé. C'est tout inventé, sauf que le grand chef Atsena, c'est un acteur historique connu. Donc, encore une fois, ce qu'on fait pour légitimiser l'histoire qu'on a inventée par rapport à une femme française, c'est qu'on implique un homme bien connu, historique, qui est chef. Ça nous donne un support, si vous voulez, à notre histoire. Donc, on voit sur les forums que Catherine Pilar est devenue une femme huronne, juste à cause de cette recherche-là qui était erronée. Et on voit la même organisation à Maniwaki. Cette personne-là, née en 85 à Gracefield, près de Maniwaki, a Catherine Pilar comme une ascendante de 12e génération, puis on dit dans leur fichier que c'est une indienne algonquienne. Même chose pour cette personne née en 65, encore une fois, 12e génération, encore une fois, indienne algonquienne. Mais on sait que c'est une fille du roi. OK. Donc, dans la dernière pratique d'ascendance, j'ai parlé des 2 premiers. Je veux juste assez vite parler de l'ascendance latérale. Comme j'ai expliqué, j'ai donné l'exemple de Riel. Donc, je vais donner un exemple d'un forum. Linda a explicitement évoqué l'Uriel dans son message d'ouverture d'un fil.
J'ai fait des petites recherches qui m'ont rattaché à Louis Riel, défenseur des Métis, et bien plus, mais y a-t-il des Indiens dans ma famille? Donc, c'est le genre de discussions qu'on va voir sur ces forums-là. Et aujourd'hui, on les voit sur les médias sociaux, sur plein de pages généalogiques que je visite régulièrement. Et on a dit à Linda que, en fait, elle n'est pas reliée à Louis Riel. Son ascendante avec le nom Riel, c'est Rosalie Riel. Donc, la personne, une généalogiste professionnelle lui a dit, ben, en fait, désolé, là, mais vous n'avez pas d'ascendance autochtone. Puis, Rosalie Riel, ce n'est pas une Riel, métisse dans le même sens que Louis Riel. Tu sais, c'est comme une troisième, quatrième, cinquième cousine de Louis Riel à différentes époques. Donc, Linda a dit merci, mais tout ce que je pensais était faux. Toute ma parenté était dans l'erreur. Amusant, non. Amusant, non, quand on a toujours cru à tout ce que je me faisais raconter. Donc, évidemment, elle était un peu surprise, on dirait. Je n'essaie pas de dire tu sais, je n'essaie pas de rire de son réaction. J'essaie juste de dire que ce n'est pas juste au niveau généalogique, il y a quelque chose qui se passe au niveau histoire familiale. Donc, ce que je vois souvent dans les entrevues qui sont faites avec des gens qui revendiquent une nouvelle identité métisse, par exemple au Québec, je viens d'écrire un article sur ce sujet, c'est que les gens vont dire, ben, ma grand-mère a dit que j'avais du sang indien. Tu sais, et ceci veut dire que c'est vrai, il n'y a pas de place à poser question. Mais pourquoi grand-maman aurait dit ça quand tu avais 5 ans? Pourquoi grand-maman aurait dit quelque chose du genre comme vous agissez comme des sauvages, comme les gens disent souvent dans des entrevues, et utilisent ça aujourd'hui comme preuve dans leur tête que grand-maman disait en fait que c'était des Autochtones. Mais en fait, ce que grand-maman disait souvent, c'est que arrête d'agir de cette manière-là. Tu es en train d'agir de manière non civilisée. C'est pour ça qu'on utilisait souvent ces termes-là, péjoratifs. En tout cas, comme j'ai dit, j'ai écrit un article là-dessus et je pense que mon prochain livre va être sur ce sujet comme le folklore familial et quel rôle ça joue dans ces identifications, ce mouvement-là. Mais dans le livre, j'ai plutôt essayé de vraiment concentrer sur la généalogie. Donc, je ne blâme pas Linda. Moi, dans ma propre famille, les deux bords, on parlait du fait que grand-papa était autochtone, puis quelqu'un d'autre était autochtone. Mais j'ai fait ma propre recherche, puis c'est juste pas vrai. C'était quelque chose qui était courant dans les familles canadiennes, françaises, québécoises au milieu du 20e siècle et même plus récemment. OK. Ah oui, c'était vrai. OK. Alors, j'ai fini avec les 3 mécanismes. J'espère qu'on peut en discuter bientôt. Je veux juste donner des nouvelles données que je vais partager dans le livre qui vont être là. Donc, une des choses que je fais, c'est que je suis le nombre de causes juridiques impliquant des individus qui se disent ou réclament une identité métisse de l'Est, métisse du Québec, acadien métisse, ça dépend d'où ils se trouvent. Et je veux juste présenter le total que j'ai jusqu'à présent. Donc, ça, c'est les. Attends. Ah oui. Ça, c'est au Nouveau-Brunswick. Je vais passer ça assez vite parce que je vais aller au total pour les 4 provinces. Mais je veux juste expliquer ce que je fais. Donc, il y a 12 causes impliquant 18 individus, 27 décisions contre. Donc, dans une cause, tu peux avoir plusieurs décisions. Hein. Ça peut aller comme à la Cour supérieure, ça peut aller à la Cour d'appel, etc., etc. C'est pour ça qu'il y a plus de décisions que de causes. Et ce n'est pas chaque individu qui est nommé dans la cause dont on discute son ascendance, mais on va souvent dire que cette personne-là a Catherine Pilar dans leur ascendance, ce qui leur rend dans leur tête métisse. Donc, il y a 22 ancêtres connus pour 16 individus, puis la profondeur ancestrale moyenne au Nouveau-Brunswick, c'est de 10,9 générations, des gens qui se présentent en cours. Tu peux voir que Catherine Lejeune, Edmé Lejeune, Radegonde, Lambert sont utilisés, c'est des Françaises. Donc, environ 50% des individus dont on connaît leur ascendance utilisent une femme française. Ils n'ont aucune ascendance autochtone, mais ils se présentent en cours pensant qu'ils ont des droits autochtones. Le Québec, c'est l'endroit où il y a le plus de causes. On peut voir qu'il y a 86 causes et la grande majorité des causes ont eu lieu depuis 2015.
Donc, c'est quelque chose de vraiment récent. Il y a plein de causes qui sont présentement en cours, donc je ne discute pas trop ici. Il y a 97 décisions contre, 35 décisions procédurales, et puis il n'y a pas de décision pour dans ces causes-là. OK, alors je vais aller au total, juste pour vous donner une petite idée de l'ampleur du mouvement à ce niveau-là. Il y a 173 individus qui ont été en cours, qui sont représentés par 29 organisations différentes, 123 causes, 143 décisions contre les défendeurs. La profondeur ancestrale moyenne est de 10,26 générations, donc une personne qui est née autour des années 1690, et 27,4 % des individus n'ont aucune ascendance autochtone. Et si on se souvient de ce que j'ai dit au début, environ 60 à 75 % des franco-descendants vont trouver une petite ascendance autochtone dans leur généalogie. On peut voir ici que même ceux qui ne le trouvent pas vont le trouver dans le sens où ils utilisent une femme française. Et c'est toujours autour de ce chiffre-là, entre 20 et 30 % que je trouve dans les registres. Bon, alors, je pense que c'est tout. Voilà mon courriel. Je suis actif sur Twitter. Je suis content de recevoir des messages si vous avez des questions, poser des questions ou des commentaires, je veux dire. Et je pense que j'arrête. Merci tout le monde. Merci beaucoup, M. Leroux. On va pouvoir passer à la période de questions. Simplement, si vous pouvez arrêter de partager votre écran, je pense. Et voilà. D'accord. Donc, je vais donner, en fait, c'est Doris Farget qui va prendre la suite. Ce qui va se passer pour cette période-ci, c'est qu'on va donner justement accès au chat. Donc, si vous avez des questions, on vous invite à le faire par le chat ou sinon, aussi à lever votre main dans les réactions et on va pouvoir vous donner accès là, au micro aussi. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions pour M. Leroux et je donne la parole donc à Doris Farget. Un grand merci Isabelle, bonjour à toutes, bonjour à tous. Un grand merci à Daryl Leroux pour cette belle présentation. Avant d'ouvrir la période de questions, je vous rappelle qu'on est nombreuses, nombreux. Alors, s'il vous plaît, des questions concises et précises et par ailleurs des questions respectueuses. Alors, pour ce qui est de la prise de parole, je pense que Isabelle a été très claire. Donc, soit maintenant dans le chat, qui est la conversation qui est accessible, soit en levant votre petite main jaune qui est dans l'onglet « Réaction ». Et c'est moi qui vais débarrer le micro. En fait, vous aurez une petite fenêtre pour accéder à ce micro. Alors, bien écoutez, si vous avez des questions, ce serait le moment. Il nous reste un petit temps pour ces questions. Isabelle et Arnaud, je vous laisse aussi le soin d'intervenir s'il y a des questions que vous souhaitez dire de la conversation. Pour le moment, dans le chat, là, il y a des commentaires, donc on peut peut-être les lire. Je ne sais pas si tout le monde les voit, mais on a Marika Enfield qui dit « Merci pour le partage, recherche vraiment intéressante ». Et Noémie Gonzalez, merci beaucoup, c'était super intéressant. On a une question ici de Mme Lise Gagnon. Est-ce que M. Daryl est autochtone, s'il vous plaît? Donc, j'ai expliqué au début que je suis Canadien-Français. Mes deux parents sont Canadiens-Français de l'Ontario. Et j'ai aussi expliqué que j'ai 3 ascendantes algonquines qui remontent aux années 1600. Les 3 sont nés avant 1650. Ce qui veut dire que je pourrais me joindre à tous les organismes soi-disant métis au Québec et plus largement en Ontario, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, qui acceptent n'importe qui a une ascendance autochtone, ce qui veut dire qu'ils acceptent jusqu'à 10 millions de Canadiens. Donc, non, je ne suis pas autochtone du tout. Mais il y en a qui ont exactement la même ascendance que moi qui se disent autochtones. Merci pour cette clarification. Et je vois la main de Jacques Watso, alors je lui laisserai la parole. Je vais juste aller débarrer le micro. Je vous ai perdu, Monsieur Watso. Attendez un petit peu. Hop.
Léo. Quoi, il me dit oui. Oh, super. Jacques Watso, ici, du Conseil des Abénakis d'Odanak. Un Abénaki, c'est quelqu'un qui se fait sursolliciter par des groupes qui se trouvent une identité autochtone. Là. Puis le travail, je laisse féliciter le travail de M. Darrell Leroux, le Conseil des Abénakis d'Odanak et de Woolanak, qui est très fier de t'avoir comme un allié dans notre combat contre l'appropriation culturelle et identitaire. J'ai pas vraiment de questions parce que j'ai beaucoup de mises en demeure de groupes autoproclamés qui n'aiment pas quand un membre des Premières Nations pose des questions sur leur identité ou leurs prétentions. Je suis content que la COVID ralentit leurs ardeurs parce qu'au Conseil des Abénakis d'Odanak, nous avons au quotidien, en temps normal, là, 4 à 5 personnes qui viennent à chaque semaine avec des fausses prétentions d'un ancêtre. Puis la majorité du temps, c'est Marie-Sylvestre qui vient cogner à notre porte pour avoir une carte indienne et savoir qu'est-ce qu'ils ont comme bénéfice. Fait que le nerf de la bataille, c'est l'aspect monétaire, c'est pas la question identitaire. Tout de suite, on laisse aux Indiens tout ce qui n'est pas beau, les pensionnats, le trauma intergénérationnel, puis tout ce qu'ils veulent en quelque sorte, c'est le beau, la plume, la sauge et le mysticisme et le folklore qui vient avec l'identité des Premières Nations, chose qui n'est pas le cas. Puis quand on ose se questionner les prétentions des gens, on se fait traiter de colonisés, de racistes, de gens qui sont hargneux contre les gens qui ne sont qu'en quête identitaire. Mais en tout cas, tout ça pour dire que le travail de Darrell Leroux est un travail important pour les Premières Nations du Québec, de l'Atlantique et le reste du Canada. Alors, je voulais juste te féliciter sur la traduction en français. Il y avait beaucoup de communautés françaises, membres des Premières Nations françaises qui vont mettre la main sur ce document-là, puis il y a des mouvements qui circulent parce que les Abénakis sont sursollicités ainsi que les Hurons-Wendat. Je vois que mon ami Louis-Carl est en ligne. Là. C'est la même chose à Wendake. Tout le monde s'identifie soit Huron-Wendat ou soit Abénaki ou soit Algonquin. L'Algonquin généralise un ancêtre. Mais je vois qu'en ligne qu'on a le porte-parole de la Nation métisse du Québec, Monsieur Rockmat, qui est en ligne. Je serais intéressé de voir sa perception sur ta recherche. Alors, lui, justement, qui a une maîtrise en études canadiennes à l'Université de Carleton, l'Université de Carleton, qui est la nouvelle dans les derniers mois. Alors, je ne sais pas, je ne veux pas enflammer. J'aimerais ça, sincèrement, entendre son opinion sur le sujet. Là. Puis, je ne vais pas commenter quoi que ce soit. Là. Fait que, je lance l'idée. Si je veux accepter, tant mieux. S'il ne veut pas, ben, tant pis. Mais je termine en disant merci beaucoup, Darrell Leroux, pour le travail exceptionnel que tu fais. Et tu es un allié précieux pour les membres des Premières Nations. Merci, Jacques. Est-ce que je peux répondre à des questions qui sont dans le... Oui, en ce moment, OK. Oui, et ensuite, on a des mains levées qu'on pourra... Ah, OK, parfait. Allez-y. Parce qu'il y avait une question de la professeure Suzy Basile que je voulais me répondre. Donc, merci pour cette conférence. Pourriez-vous définir un peu plus les raisons dites politiques de ces revendications instantanées? Oui, en fait, ce que je n'ai pas présenté aujourd'hui, c'est que la deuxième partie du livre regarde spécifiquement à la création de 2 organismes au Québec, donc sur la Côte-Nord, Saguenay-Lac-Saint-Jean et aussi en Gaspésie. Et ce que j'explique par rapport à ces 2 organisations-là, c'est que les 2 organisations existent ou ont été créées pour s'opposer aux revendications territoriales, négociations territoriales Innu sur la Côte-Nord, Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais aussi à une négociation territoriale qui a eu lieu en Gaspésie avec Guiskabéga, une communauté Mi'kmaq. Donc, sur la Côte-Nord, Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y avait un lever de bouclier contre les revendications territoriales Innu. Je ne suis pas en train de parler en faveur de ces négociations-là. Il y a beaucoup d'Innu que je connais qui sont critiques de ces négociations. Ce que je dis, c'est que la population locale blanche, franco-québécoise, s'est organisée contre les négociations territoriales en utilisant un discours de langage, etc., très, très anti-autochtone, anti-Innu. Il y avait un organisme qui a été créé à cette île qui s'appelait... comment ça s'appelait? En tout cas, c'était... j'oublie le nom. Mais c'était
c'était un mouvement, en fait, de suprématie blanche. Là. C'était quelque chose pour les Blancs. En tout cas, j'en discute dans mon livre. Puis, aussitôt que l'arrêt Paoli a eu lieu en septembre 2003 à la Cour suprême du Canada, et cet arrêt-là ne donnait pas, ne reconnaissait pas des nouvelles communautés métisses dans l'Est. Mais ce que ça a fait, c'est que ça a vraiment porté atteinte à l'autodétermination et la souveraineté de la nation métisse. Et ça a donné un peu la possibilité pour des gens dans différents endroits de se dire métis et de penser qu'ils pourraient aller en cours et gagner le combat. Ils ont tous perdu. Donc, la cause Corneau a eu lieu de 2006 à 2017. Finalement, ils ont perdu le cours d'appel au Québec. Mais on voit que ces gens-là étaient un jour en train d'appeler les Inuits des talibans rouges. Et le monsieur qui a vraiment popularisé ce terme-là à cette île est devenu un leader du clan principal de la nouvelle nation métisse dans cette région. Donc, à ce niveau-là, il y a ce genre de raisons politiques opposer les Autochtones actuels, réels. Il y a aussi l'aspect politique dans le sens où c'est un peu moins le cas, je pense, au Québec, mais au Canada anglais, il y a plein de positions de profs universitaires et différentes positions dans le secteur des arts qui sont pris par des gens qui s'auto-identifient. Donc, ça, c'est aussi une raison politique d'aider sa carrière, de pouvoir accéder à des fonds, de donner votre institution une belle histoire à raconter par rapport à l'embauche de nouveaux profs autochtones. Donc, il y a vraiment un mouvement contre ça qui se développe. Vous pouvez voir ça dans les médias. Vous pouvez suivre mon Twitter pour en savoir plus. Mais je pense que les raisons sont complexes. Ce n'est pas comme il y a une raison comme telle, mais c'est pour ça que j'ai dit ça un peu comme un mouvement social et politique. Donc, à la professeure Basile, si vous voulez en discuter davantage, je serais content de le faire. La prochaine question, c'est de Myriam Landry. Vous intéressez-vous aux travaux de Kim Tallbear? Absolument. J'ai souvent travaillé avec Kim. Dans mon livre, je la cite à plusieurs reprises. Oui, je connais très bien ses travaux. En fait, c'est elle et une sociologue aux États-Unis, Alondra Nelson, qui m'ont donné l'idée de faire une ethnographie virtuelle. Et par ça, je veux dire d'étudier les forums en ligne. Donc, c'est eux qui ont vraiment fait ce travail-là. Dans des livres qu'ils ont écrits respectivement. Donc, j'ai pris leur approche méthodologique. Ça vient vraiment de Kim Tallbear. J'ai eu plusieurs discussions avec elle. Anusha, pour quelle raison la nation métisse est-elle reconnue au Canada, mais pas au Québec? Bien, c'est parce qu'il n'y a pas de nation métisse au Québec. Donc, il y a une nation métisse, pas au Canada, mais qui est basée au Manitoba et ensuite en Alberta. Qui était basé à la Rivière-Rouge, mais qui a vraiment diasporisé après les attaques qui se sont faites dans les années 1870 par les orangistes arrivés de l'Ontario. Mais il n'y a pas de nation métisse au Québec. Donc, c'est justement ce que j'expliquais aujourd'hui. C'est qu'il y a des gens qui se disent métis à base d'une ascendance qui remonte aux années 1600, qui ne sont pas métis, qui ne sont pas autochtones. Je pense que Jacques en a discuté aussi. Pierrette Féquet, oui, alors la traduction du livre est plus ou moins exacte, mais il y a des nouvelles données dans l'annexe, par exemple, par rapport aux causes juridiques. Donc, ça, c'est vraiment la chose principale qui a été mise au jour. Daryl? OK, oui. Je crois que tu pourrais prendre la question de Louis-Carl, oui. Oui, c'est ça que je fais là. Oui. Super, merci. Oui, excusez, je suis mon cellulaire. C'est la première fois que je fais du Zoom par cellulaire, alors avec mes boutons. Tout d'abord, merci beaucoup. J'ai raté le début de votre présentation, malheureusement, parce que j'étais en train de dîner et j'ai vu un lien sur Facebook, alors j'ai vu que je n'étais pas au courant. Je suis vraiment heureux d'être là. Merci pour ces informations.
évidemment, c'est un combat, comme expliquait Jacques, qu'on livre tous à notre façon depuis longtemps. J'ai eu moi-même l'occasion de contredire dans le Journal de Québec il y a très longtemps, plusieurs décennies, M. Aurore Boréal-Bouchard, qui disait que les Wendat n'existaient plus, qu'on était devenus des parties de la nation métisse, je ne sais plus trop dans quelle année, ce qui est un peu aberrant, évidemment, de confondre un état génétique et une appartenance culturelle et nationale, on s'entend. Moi, je suis en même temps fasciné, et vous n'avez parlé un petit peu, mais le côté psychologique de ça m'intéresse beaucoup, en fait, parce qu'il y a quelque chose qui relève un peu de, j'allais dire de la schizophrénie, peut-être j'exagère, mais en tout cas d'un fantasme qui est alimenté de l'enfance. Et vous avez donné l'exemple de la madame qui se croyait descendante de Louis Riel. Et en tout cas, j'aimerais ça peut-être avoir vos réactions là-dessus, au-delà évidemment de l'intérêt manifeste dans le cadre de beaucoup de ces groupes-là, que c'est vraiment une question d'intérêt réactionnaire, rétrograde pour l'accès au territoire, etc. Mais je pense que chez d'autres gens, monsieur, madame, tout le monde, croient vraiment ça, ce mythe-là. Et moi, mon explication personnelle, des fois, je donnais comme exemple, c'est un peu comme j'espère qu'il n'y a pas d'enfants qui nous écoutent, là, mais c'est un peu comme le Père Noël. Hein? On fait croire aux enfants que le Père Noël existe, puis on leur dit jamais que c'est pas vrai. On pense qu'en vieillissant, ils découvriront eux-mêmes que c'est pas vrai. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de générations de Canadiens français qui, de façon un peu folklorique, disaient à leurs parents qu'on dit ça indien, on dit ça iroquois, on dit ça Abenaki, alors que c'était du pur fantasme. En tout cas, j'aimerais vous entendre là-dessus. Moi, il y a quelque chose qui me fascine là-dedans. Oui, merci beaucoup pour le commentaire, la question. Je pense beaucoup à ces questions-là. Puis je suis en discussion avec plein de gens justement sur ce questionnement autour de la folklore. Et je pense que comme j'ai dit, je vais écrire un livre là-dessus. Je commence à avoir des idées par rapport à comment m'en prendre. Et je suis très content en discuter avec d'autres gens. Donc, si jamais tu veux me contacter, on pourra avoir une discussion. Mais, tu sais, comme... Quand je fais ce travail-là, c'est un peu difficile parce que souvent, les individus qui revendiquent ce genre d'identité se sentent attaqués, évidemment. Donc, j'essaie un peu d'éviter le psychologisme individuel, mais on peut évidemment parler d'un psychologisme comme vous avez fait, beaucoup plus large. Alors, c'est un peu ça que j'essaie de faire dans mes travaux. Et ce que je pourrais dire, c'est juste que, comme je disais avant, la structure idéologique du colonialisme et peuplement est évidemment différente au Canada français, au Québec, au Canada anglais, aux États-Unis. Donc, il y a comme ses propres aspects qui sont importants à comprendre. Et c'est vraiment ça que j'essaie de faire. Je pense qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de la masculinité québécoise et l'ensauvagement. Donc, il y a, par exemple, Bruno Cornelier qui étudie le cinéma québécois, Julie Burel qui étudie le théâtre québécois, Corey Scott qui fait la même chose pour la littérature québécoise. Et ces trois-là, ensemble, dans cet article que j'ai écrit, que je pourrais vous envoyer, parlent beaucoup de la manière dont la masculinité québécoise dominante essaie de s'ensauvager pour un peu se placer sur le territoire, de dire que nous, ici, là, on n'est pas les Anglais, on est plus innocents dans ces rapports-là avec les Autochtones. Donc, de là à se dire autochtone, ce n'est pas un grand saut quand même. T'sais. Alors, ce n'est pas tout le monde qui le fait, comme vous le savez, ce n'est pas chaque personne dans votre environnement qui va se dire autochtone, mais il y a quand même un montant important qui sont convaincus, non seulement qui sont autochtones, mais qui ont les mêmes droits que les peuples autochtones parce qu'ils pensent que les peuples autochtones sont disparus, qu'ils sont métissés et pas purs. Et ça, tout de suite, c'est un discours raciste. C'est un discours anti-autochtone. Et c'est ça que je vois beaucoup dans ce mouvement-là au niveau de logique, c'est de dire, ben eux autres sont métissés, moi je suis métissé, on est tous pareils. Mais ça efface complètement les rapports culturels, politiques, communautaires qui lient les peuples autochtones normalement par des liens de parenté. Alors,
J'ai pas comme une réponse super directe, mais j'y pense souvent, puis j'aimerais en discuter davantage avec vous. Je pense qu'il y a plusieurs autres questions dans la conversation. Isabelle, Arnaud, est-ce que vous souhaitiez en lancer quelques-unes? Ben, il y a Pierre Trudel que j'ai vu lever la main physiquement, donc je ne sais pas s'il y avait une question à poser. Oui? OK. Oui, j'ai une question à savoir si vous avez tenu compte dans vos recherches de la situation à Terre-Neuve. C'est-à-dire que des Autochtones de Terre-Neuve ont gagné en cours. La Commission canadienne des droits de la personne ont jugé qu'ils avaient été discriminés de ne pas avoir de statut d'Indien inscrit lorsque Terre-Neuve a adhéré à la Confédération canadienne. Donc, récemment, il y a eu 2 lois fédérales qui ont été passées, à savoir qui pouvait bénéficier du statut d'Indien inscrit à Terre-Neuve. Or, ils ont établi dans cette loi-là des critères d'identification. On estimait, donc, il y a eu une entente entre les Autochtones et l'État fédéral sur ces critères-là. Et on a procédé statistique, recensement du Canada estimait qu'il va y avoir 10 000, 15 000 personnes qui allaient demander et répondre à ces critères-là et demander le statut d'Indien inscrit. Or, il y a plus de 115 000 personnes qui ont demandé ce statut-là. Et il fallut refaire une loi pour limiter et changer les critères parce qu'on jugeait que ça n'avait pas de sens, y compris l'Association des Autochtones. Donc, il y a eu un dérapage puisque la situation actuelle fait que dans les mêmes familles, il y en a qui ont été inscrits, puis il y en a d'autres qui n'ont pas été inscrits. Et moi, je m'interroge là-dessus et je trouve qu'il y a véritablement un phénomène sociologique là. Ah oui, absolument. Les chiffres parlent et au-delà d'aller débusquer des gens qui fraudent, il y a un phénomène sociologique. Et quelle est la différence identitaire et culturelle entre les gens qui ont été reconnus, les 10, 15 000, et ceux qui n'ont pas été reconnus, les 80 000 autres qui n'ont pas été reconnus? Je pense que ça mériterait une recherche, puis une enquête sur ce phénomène que je qualifie davantage de sociologique, identitaire, moins d'un phénomène de fraude et de maladie mentale. Je pense que, vous savez, dans les 4 activités préférées des retraités, il y en a une que c'est la généalogie. Et c'est sûr que non, je ne veux pas minimiser le phénomène d'opportunisme et d'appropriation culturelle, mais je pense qu'on est face à un phénomène sociologique, identitaire, de retour aux sources. Et là, on va trouver ce mode-là. Deuxième chose, et je termine, c'est que ce phénomène-là existe entre les Indiens inscrits aussi. C'est-à-dire que chez les Malécites, chez les Abénakis, parmi les Autochtones inscrits, on se critique et on accuse les autres de ne pas être des Indiens inscrits et d'être des fraudeurs, d'avoir acquis le statut d'Indien inscrit illégitimement. Donc, alors peut-être que je peux répondre à la question. Il y a plein d'éléments qu'il faut merci. Dans ce dossier-là. Merci. Je pense que je peux répondre à la question commentaire. Bien, je pense que de dire que les Autochtones le font aussi, c'est la même chose que on est métissés, eux autres sont métissés, tout le monde est métissé, on est tous autochtones. Donc, je ne suis pas d'accord avec votre raisonnement. Deuxièmement, quand ça vient à Terre-Neuve, ce qui est important, c'est que de savoir, c'est que vous parlez de la Première Nation Qalipu. En fait, il y a 23 000 Mi'kmaq inscrits, pas 15 000. Il y a eu plus que 100 000 qui ont appliqué, c'est vrai. Mais ce qui est important, c'est que la nation Mi'kmaq ne reconnaît pas les Alipu, ne reconnaît pas comme nation. Ils ont été à la Nations unies pour manifester contre la reconnaissance qui a été donnée par le gouvernement fédéral. Pas parce qu'il y a des gens qui ne reconnaissaient pas comme Mi'kmaq. Il y a une petite minorité qui reconnaissait comme Mi'kmaq parce qu'ils ont maintenu des rapports familiaux avec ces gens-là. La raison pourquoi ils ont été manifestés contre ça, c'est parce que le gouvernement fédéral a été contre la volonté des gens qui se sont organisés pour être reconnus, qui voulaient que
ça soit ouvert, que seulement les personnes qui avaient une ascendance qui remontait à 4 générations ou moins auraient été inscrits. Mais ce que le fédéral a fait, c'est qu'ils ont été mettre tous les ascendantes, en fait, Mi'kmaq des Acadiens. Donc, ce qu'il y a maintenant, c'est que tu as environ 20 000 personnes qui ont un statut inscrit comme Mi'kmaq, que la nation Mi'kmaq ne reconnaisse pas, qui sont en fait des Acadiens, des Franco-descendants, qui ne sont pas autochtones. Cathy? On ne vous entend pas. Unmute. OK. Quelques minutes, je veux baisser ma main parce que je n'aime pas ça avoir une vieille main. OK. C'est ça, mon nom c'est Cathy Rankin, je suis Anishinaabe de la bande Abitibi-Winnie de Picogan. Bonjour tout le monde que je connais, c'est le fun de vous voir. Moi, ce n'est pas une question, c'est plus un commentaire d'ordre personnel. Moi, je travaille au social, mon background est en travail social, mais je suis coordonnatrice d'un centre pour étudiants autochtones en milieu collégial et en Ontario. Et là, il y a au-delà de 10 ans, 11 ans, le gouvernement a implanté la politique d'auto-identification. Au début, c'était bien le fun, mais maintenant, je me dis, my God, ça a créé tout un phénomène. C'est devenu un terrain de jeu. Là. Moi, comme je suis Anishinaabe, puis je le sais que c'est très... comment je peux dire ça? Donc, dans tout le dossier métis, là, j'ose pas m'avancer. Je suis un peu frileuse, je vais être honnête avec vous autres. Comme je ne suis pas très connaissante de la culture métisse, puis je reconnais les métis du Manitoba, de l'Ontario, j'ai 150 étudiants qui se sont auto-identifiés chez nous. Et là-dedans, quand que je les rencontre, pour moi, c'est ça qui est le plus important, hein, c'est aller à la rencontre de l'autre, prendre le temps de connaître la personne. Puis quand je demande, je vois sur le fichier, là, je vois métis. Puis quand en personne, je dis, ah, t'es métis tu sais, comme de où? Parle-moi de toi. Puis souvent, c'est ça, c'est qu'ils sont métissés. Ils ont des origines autochtones, puis je ne dirais pas de 10, 12 générations. Des fois, c'est 6, 7. Là, fait ils ont des origines métissées, mais parce qu'ils sont francophones, ils disent qu'ils sont métis. Puis pour moi, je suis en Ontario, pour moi, les métis, présentement, je le sais qu'il y a des grosses... il y a des conflits, il y a des... En tout cas. Puis je ne peux pas aller là-dedans parce que je dois me préserver, mais je suis entourée de ça. J'ai des membres du personnel où je travaille qui se questionnent, puis... Fait que, en tout cas, je les encourage à lire tes écrits. Parce que c'est ça. Fait que je voulais juste dire ça. Puis honnêtement, je finis avec ça. Honnêtement, quand je suis venue pour écouter, parce que je sais que des fois, tu peux être très controversé. J'entends les gens dans la communauté, dans les communautés. Puis moi, je trouve ça comme vraiment intéressant, par exemple, parce que ça prend des gens comme toi aussi pour aller explorer, aller faire de la recherche, ce que moi, je ne peux pas faire. Fait que, en tout cas, un gros merci, Miigwech, puis je trouve ça vraiment intéressant. Je continue de te suivre. Bon courage. Oui. Je sais, c'était difficile. Hein? Oui, vas-y, Doris, pardon. Il y a la main de Catherine Boivin de lever. Je vois celle de Rockmat qui demandait la parole aussi. Puis dans la conversation, on a encore quelques questions et il nous reste un petit peu de temps. Alors, je donnerai la parole à Catherine Boivin. Merci. Oui, moi, c'est Catherine Boivin. Moi, je suis à Tikamek, mais moi, c'était plus un commentaire parce que, tu sais, premièrement, tu sais, j'aime beaucoup. Merci pour ce travail-là que tu as fait parce que c'est important de connaître un peu comment ça fonctionne, comment ça donne une idée de ce que c'est. Et, tu sais, dernièrement, il y a eu à Carleton le prof qui s'est fait dénoncer. Et moi, je suis tannée de ce discours-là, comme quoi les Autochtones aussi sont métissés, ils soulèvent la pureté du sang. Tout d'un coup, là, alors qu'il n'a jamais été question de dire que les Autochtones sont purs. On n'a jamais dit ça. Nous, c'est souvent ça que je répète comme discours. Là, nous, on sait d'où on vient,
on connaît notre famille, notre affiliation, on connaît... En tout cas, c'est ça aussi, être autochtone, c'est pouvoir nommer ta famille puis d'où tu viens. Et on les connaît, comme Manoan, tu sais, Manoan, c'est connu qu'on avait inclus du monde qui n'était pas Atikamekw, mais ça, c'est archivé, on les connaît, ces gens-là. Puis moi-même, si je fonctionnais comme la façon dont ces gens-là fonctionnent, ben moi aussi, je serais un métis de l'Est avec mon ancêtre québécoise qui est arrivé à Manoan, en tout cas. Tout ça pour dire, tu sais, on dirait que je suis tannée de ce raisonnement-là où on nous pointe du doigt. Ah, vous autres aussi, vous êtes métissés de toute manière. Fait que, comme si on n'était pas... En tout cas, comme si on n'avait pas le droit de parler, en tout cas. Et aussi, parce que dernièrement, c'est ça, c'est encore revenu. Il y avait Max Gros-Louis, parce que j'ai vu un commentaire qui parlait de Max Gros-Louis, comme quoi il serait seulement 3% Wendat, puis le reste, c'était québécois. Et c'était un des meilleurs autochtones au monde, apparemment. C'est la façon dont les gens... En tout cas, c'est tout. Je voulais juste amener ça, puis merci pour la présentation, puis écoutez. Oui, alors, comme je suis en discussion, comme je disais, avec, je sais pas, même, je dirais quelques centaines de personnes. La grande majorité, c'est des Autochtones Premières Nations de l'Est qui sont complètement contre ce mouvement-là. On sait que les instances gouvernementales des Mi'kmaq dans chaque province, les Mi'kmaq sont dans 4 provinces, dans ces 4 provinces-là, des Inuits dans la Côte Corneau, des Abenaki, comme tu viens d'entendre de Jacques, les Algonquins, le conseil tribal algonquin, les Mohawks et aussi les Atikamekw dans une cause juridique récemment ont tous pris position contre ce mouvement-là. Et le fait que les Franco-Québécoises se disent autochtones par rapport à une ascendance qui remonte aux années 1600. Puis pour moi, ça, c'est simple, là. Si les Premières Nations, leur instance gouvernementale, disent « ça nous fait de la tort », bien, c'est à nous, comme bons alliés, de dire « je vous écoute ». Mais ce que j'entends souvent, c'est qu'il y a plein de raisonnements autour de « oui, mais par exemple, on a entendu, ben même les Indiens inscrits, ils ne s'entendent pas. » Oui, mais coudonc. Ce qu'on doit comprendre, c'est que quand on racise l'identité autochtone, on rend ça une question de métissage, on évade le fait que les peuples autochtones sont des entités politiques avec des relations précises avec la couronne, des relations que d'autres peuples n'ont pas. Et quand on fait ceci, on est en train d'attaquer l'autodétermination et la souveraineté des peuples autochtones. Monsieur Matt. Hello. Allô. Bonjour, M. Leroux. Bonjour, M. Watso. Merci beaucoup de vos commentaires. Écoutez, si on cherche quelque chose de parfait, ben, d'après la culture prévalente, ça se trouve juste au ciel. Donc, il faudrait redescendre sur la Terre à un moment donné, puis commencer à étudier nos dossiers de façon plus approfondie. Donc, c'est ça qui sont mes commentaires, puis étudier nos dossiers de façon intègre. C'est très important. Parce que vous êtes, malgré vous, des leaders. Je ne pense pas qu'on devient un leader à un moment donné par opportunisme. Ça ne dure jamais longtemps. C'est d'être un leader par responsabilité, puis c'est une responsabilité qui ne doit pas être prise à la légère. Donc, c'est très important de connaître ces dossiers à fond. Bon, si on espère avoir la Cour suprême pour régler nos problèmes, ben, la Cour suprême n'est pas la place qui va régler rien au niveau autochtone. C'est clair, direct, net et précis.
Et lisez bien vos causes juridiques. Ne soyez pas des avocats amateurs. Ça ne marche pas. On est dans un... Merci. Le système juridique canadien est un système qui est de confrontation. Et puis, on espère avoir la vérité simple à travers ces décisions de la Cour suprême. Soyons réalistes dans ce qu'on voit et ce qu'on lit. OK, merci. Je voulais juste... La raison pourquoi je parle des causes juridiques, juste pour clarifier cette question-là, c'est que je voulais voir quelles sont les revendications individuelles des gens qui se présentent en cours. Moi, je ne suis pas le genre de personne qui pense que les cours devraient décider qui est autochtone. Pas du tout. En fait, je pense que qui devrait décider, c'est les Autochtones eux-mêmes, les Premières Nations. C'est pour ça que la voix de ces instances gouvernementales-là est importante. Et mes responsabilités sont là. Jonathan? Jonathan? Ah, oui. Non, je t'entends. Bonjour. Bonjour. Excuse, le micro était fermé. Merci beaucoup, Daryl. J'apprécie énormément ta présentation. Je trouve que ça vient nous donner, ça vient de mettre un peu plus de viande autour de l'os sur ce phénomène-là que, en tout cas, moi, je vis dans le cadre de mes fonctions. Je travaille dans le milieu éducatif. Je ne suis pas autochtone. Je n'ai jamais fait ma généalogie, donc je ne pourrais pas dire si j'ai ces personnes-là que tu as mentionnées dans ma généalogie. Mais bref, moi aussi, je ne pense pas que je serais en mesure de m'auto-proclamer autochtone, sachant que j'aurais ces personnes-là. Mais ma question est plus autour de, puis je fais écho à quelques commentaires que j'ai vus dans la boîte de clavardage qui résonnent avec moi. Donc, le fait que je travaille dans un organisme éducatif avec tout le phénomène de l'auto-identification. Je ne sais pas si dans tes recherches ou dans ton travail ou dans des conversations que tu as eues, si tu parfois arrivé sur des outils ou des stratégies pour contrer ce phénomène-là qui peut parfois être très difficile à gérer pour des personnes qui ne sont pas autochtones comme nous, qui travaillent pour des institutions scolaires et qui, dans le fond, comme tu l'as dit, moi j'ai le souci de travailler activement à devenir un meilleur allié, puis je me soucie énormément de ça parce que je ne veux pas prendre la place ou donner la place qui est due aux personnes autochtones dans ces institutions-là à des personnes qui s'autoproclament. Mais c'est pas facile de naviguer. Puis, dernièrement, ça crée des situations où est-ce qu'on se promène un peu sur des écailles d'œufs constamment. Donc, je ne sais pas si tu avais à ajouter sur ça. Oui, alors, je veux dire, il y a des politiques qui commencent à sortir un peu dans des universités, par exemple, puis des recherches, pas des recherches, mais des genres d'investigations qui se font à d'autres universités. Les politiques que j'ai vues qui ont été développées par des employés autochtones de l'Université d'Alberta et de l'Université d'Ottawa, par exemple, misent vraiment sur un processus avec plusieurs étapes. Donc, ce n'est pas juste une question d'auto-identification. Donc, tout de suite, il faut éliminer l'idée d'auto-identification. On ne peut pas être surpris quand les Blancs vont voler des Autochtones. On ne peut plus être surpris. Et c'est ça qui se passe. On laisse ça à auto-identification, c'est ça qui va se passer. Et c'est ça qu'on voit. On a entendu ça par Cathy, plutôt par Jaco. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des milliers de Franco-Québécois blancs qui se disent autochtones, qui ne le sont pas. Et ils prennent des ressources, des emplois, etc., des peuples autochtones, souvent dans le nom de la réconciliation. Donc, tout de suite, je pense que la question que tu poses, Jonathan, j'apprécie beaucoup. Alors, des politiques avec plusieurs étapes, ce que je veux dire, c'est qu'on n'arrête pas avec l'auto-identification, on demande une carte. Es-tu inscrit? Es-tu inuit avec une carte? Est-ce que tu appartiens à un organisme provincial du Ralliement national des Métis? Donc, ça, c'est les 3 peuples autochtones. Mais on n'arrête pas là parce qu'il y a des gens qui ont été déconnectés par des politiques coloniales, violentes. Donc, ça ne peut pas juste arrêter là. Donc, la deuxième étape, c'est souvent, dis-nous, t'es qui?
T'es autochtone comment? Quelle communauté? Quelle implication que tu as dans la communauté, etc., etc. Donc, c'est une lettre suivie par une entrevue souvent. Donc, il y a un panel peut-être de profs ou d'autres personnes qui ont la charge de ce processus-là, qui rencontrent la personne et posent des questions. Des fois, on écrit une lettre d'une page, puis ça ne répond pas aux questions qu'on avait auparavant. Donc, je vais juste expliquer que je pense que c'est possible de développer des politiques qui sont responsables, qui reconnaissent qu'il y a des gens autochtones qui vont être en train d'essayer de reconnecter avec leur famille, avec leur communauté, mais en même temps où il y a une limite, où on dit que juste se dire métis parce qu'on veut se dire métis parce qu'il y a une histoire familière de grand-mère ou arrière-grand-maman, ça ne te rend pas autochtone pour le biais d'avoir un emploi avec nous qui est réservé pour un autochtone, pour avoir du financement du conseil d'art, pour avoir, etc., etc. Donc, je pense que c'est le temps d'avoir ces limites claires-là, évidemment gérées par des peuples autochtones autant que possible. Sans ces politiques-là, on tombe dans l'auto-identification et c'est toujours, on roule toujours avec cette idée-là. Et le problème, ça ne va jamais changer. John? Je veux juste un petit instant. C'est juste que je regarde l'heure, puis en même temps, je me dis, il y a encore beaucoup de questions. Non, OK, c'est bon. Alors, si vous êtes correct, on peut continuer. Il y a encore 2 mains de levée, puis il y a encore beaucoup de questions. Donc, je ne sais pas. Je vous laisse aller donc prendre les questions alors, si vous le désirez bien. Parce que, hey, John. John. Oui. C'est Cynthia, en fait, qui va parler. On n'a pas changé notre titre. OK, ça va. Miigwech, d'abord, merci pour la présentation. Tout le monde aussi pour être ici. Je pense que c'est très important, qu'est-ce qui se passe. Moi, je descends de femmes autochtones qui n'ont pas été reconnues par la loi. Puis c'est quelque chose qui est important pour moi dans toutes ces discussions-là, c'est de se rappeler les enseignements puis nos ordres juridiques, nos enseignements à nous. Puis autant je comprends ce que vous faites, puis j'aimerais que vous puissiez raconter un peu plus les impacts de parler, parce que j'ai aussi assisté à d'autres rencontres que vous aviez données. Puis j'ai fait des recherches moi aussi, puis je voyais que la définition, en fait, on dirait que j'ai juste peur qu'on se mette à s'entretuer, là, en guillemets, si on veut, ou à toutes se lancer des flèches, parce que je pense aussi aux générations futures. Tu sais, veux pas, on est pris, nous aussi, avec la loi sur les Indiens, maintenant, avec les générations qui vont couper. Puis, si c'est pas nous, si c'est pas nos enfants, peut-être que ça va être nos petits-enfants ou nos arrière-petits-enfants. Puis, qu'est-ce qui va leur arriver à eux autres aussi? Donc, je pense que toute la conversation qu'on a actuellement, elle est importante. Puis j'aimerais juste qu'on se rappelle, tout le monde, que de se rappeler d'y penser avec amour pour les générations futures aussi. C'est quoi qu'on veut leur léguer? C'est quoi qu'on veut mettre sur pied maintenant? Puis j'ai bien aimé ce que vous avez parlé là, des processus qui ont été mis en place maintenant. Donc, de pas juste s'arrêter à la loi sur les Indiens. Puis déjà, je vois qu'il y a des réactions là, concrètes qui se font pour pallier à ça. Mais je voulais vous entendre un peu si vous pouviez justement parler de Paulé. Donc, ce que j'ai compris, là, c'est qu'il y avait un lien direct avec l'émanence, en fait, des communautés métisses. Là. On voyait de plus en plus de métis avec Paulé. Si vous pouviez peut-être un peu l'expliquer, là, je pense que ça bénéficierait à plusieurs personnes. OK, oui. Alors, l'arrêt Paulé, il y a des décisions qui ont lieu en Ontario. Avant l'arrêt Paulé de la Cour suprême en 2003. Alors, c'est un père et son fils qui se disaient métis de la ville de Sault-Sainte-Marie, en Ontario. Ils ont tué un orignal, ils ont été chargés avec la chasse hors saison, ou sans permis. C'était pas hors saison, c'était sans permis. Donc, ce qui est arrivé, c'est que la Cour suprême a décidé que Paulé, les 2 Paulé étaient métis dans le sens de la Constitution canadienne, la section 35. Donc, il y a 3 peuples autochtones, dont les métis, qui
théoriquement, devrait avoir normalement accès aux droits autochtones, mais jusqu'à l'arrêt Parley, ce n'était pas défini qui était métis et que les métis avaient droit à ces droits autochtones-là de récolte, par exemple. Donc, l'affaire avec l'arrêt Parley qui est important de savoir, c'est qu'il y a un test Parley. Donc, la Cour suprême n'a pas juste dit, oui, vous êtes métis, vous avez des droits autochtones. Ils ont dit, on va définir qui est métis pour avoir un test qu'on peut utiliser dans le futur. Parce qu'on ne dit pas, donc l'arrêt dit très clairement qu'avoir une ascendance autochtone ne te rend pas métis, simplement. Donc, ça, c'est clair dans le test Parley et dans l'arrêt comme tel. Le test Parley, il y a 3 parties qui sont le plus important, je dirais. Le premier, c'est l'auto-identification. Donc, si tu auto-identifies comme métis, ça fait partie du test. Il y a 3. Donc, tu es un tiers là. Le deuxième, c'est que tu fais partie d'une communauté historique métisse. Donc, il faut le démontrer en cours. Donc, les causes que j'ai discutées plus tôt, là, en Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Québec, Ontario, environ dans 100 causes, ils n'ont pas pu démontrer qu'ils faisaient partie d'une communauté historique. Et le troisième critère, c'est d'être accepté par la communauté contemporaine. Et les cours ont dit que faire partie d'un organisme qui se dit métis depuis 2 ans, qui est un organisme sans but lucratif, ce n'est pas la même chose que faire partie d'une communauté qui vous accepte. Donc, ça, c'est le test Parley. Quand le test Parley est développé en 2003, ce qui arrive, c'est que, comme j'ai dit, il y a plein de monde au Québec qui voit ça comme une stratégie politique de se dire métis pour, en fait, opposer les peuples autochtones, explicitement. Donc, je sais que dans notre discussion, on a quand même beaucoup de sympathie pour ceux qui ne sont pas des suprémacistes blancs, mais qui se disent autochtones tout de même. Alors, ce n'est pas évidemment juste des extrémistes qui se disent autochtones, qui sont contre les Autochtones. Il y a plein de gens qui veulent, je ne sais pas, honorer leurs ancêtres ou qui croient dans l'histoire familiale qui ont été contées par arrière-grand-maman. Mais je pense que c'est important de dire que les mêmes soucis que tu viens de mentionner, que concentrer sur le sang, ça veut dire que, par exemple, la loi sur les Indiens va éliminer tous les Indiens inscrits avec le temps. Si les choses continuent, tu sais, ça va être dans trop. Ça change toujours. Quand j'allais à l'université, on disait que c'est en 2030. Là, on disait que c'est en 2060. Mais en tout cas, ce que je dis, c'est que ceux qui réclament une identité à la base d'une découverte généalogique, c'est eux qui utilisent la logique de sang. C'est eux autres qui disent « j'ai du sang, donc je suis autochtone ». Moi, je ne suis pas en train de dire qu'ils n'ont pas assez de sang. Non. Ce que je dis, c'est que pour faire partie d'une collectivité autochtone, il faut que tu fasses partie de la communauté, il faut que tu sois accepté. Il y a des aspects culturels, politiques, etc., etc. Et c'est ce que les peuples autochtones se disent eux-mêmes dans leur énoncé sur ce mouvement-là. Et aussi dans le travail intellectuel. Donc, quelqu'un m'a posé une question par rapport à Kim Tallbear. Donc, je cite Kim Tallbear dans mon travail et plusieurs autres penseurs, particulièrement des femmes penseurs autochtones, qui disent très clairement qu'aller dans les archives, se trouver un ancêtre, c'est une violence à l'autodétermination et la souveraineté des peuples autochtones. Donc, j'entends ce que tu dis par rapport à vouloir avoir de penser aux générations futures. Et moi, je ne dis pas que les gens qui revendiquent cette identité-là font ça parce qu'ils sont méchants. Je dis que ça fait partie de la structure idéologique de la société. Et j'essaie d'intervenir dans cette structure idéologique-là pour changer un peu ce qui se passe au niveau de ces revendications-là. Mais ces gens-là sont québécois au Québec, sont canadiens, français dans d'autres endroits, sont américains au Vermont, et ils peuvent l'être dans 6 générations. Je ne suis pas en train de dire qu'ils ne peuvent pas, je n'ai pas de sympathie pour cette identité-là. Je dis qu'ils ne sont pas autochtones. Puis je ne pense pas que c'est une attaque sur leur personne. C'est une critique d'une structure idéologique qui existe.
Peut-être un bref commentaire de votre côté en réaction aux propos de Daryl Leroux, puis après, on pourra prendre une dernière question qui serait celle de Rick Pouliot. Merci. Isabelle, es-tu en mesure de donner la parole à... excusez-moi. La personne qui vient de parler. Oui. Oh, c'est parfait. Oui. Oui. Merci pour cette réponse, puis pour cette explication. Puis j'espérais aussi vous entendre dire, puis je vais le rajouter juste une petite parenthèse, parce que c'est vous qui m'aviez fait réaliser aussi qu'avec Pauline, ce qui est intéressant, c'est que c'est des Anishinaabe, en fait. C'est des Anishinaabe qui descendent de femmes qui, elles, avaient perdu leur statut. Oui, Donc, exactement. oui, puis c'était ça aussi que je trouvais spécial avec cet arrêt-là. Mm-hmm. On base toute l'identité. Maintenant, l'identité métisse est fondée au Canada sur un test, mais qui a défini des gens sur une identité métisse, alors qu'ils ne sont pas métis au sens de la loi non plus. C'est des Anishinaabe. Et aujourd'hui, c'est des Indiens inscrits. C'est juste qu'à ce moment-là, ils n'étaient pas inscrits. Donc, c'était ça surtout là, que je voulais... Oui, OK, là, je comprends absolument. Donc, le test Parley puis l'arrêt Parley va à l'encontre de l'autodétermination du peuple métis. Absolument. Ouais. Les Parley ne sont pas métis. Ils sont métissés, absolument, mais ils ne font pas partie d'une communauté historique métisse. Il y a plein de critiques par des penseurs métis de l'Ouest qui expliquent en fait la problématique de l'arrêt comme tel. Mais c'est un très bon point. Je suis content. Si vous en discutez davantage, j'apprécie beaucoup votre intervention. Merci à vous. Monsieur Éric. Allô, ça va bien? Oui. Excellent. Moi, je voulais mentionner le fait que il y a aussi le côté administratif, disons, des affaires autochtones et puis de l'administration des conseils de bande qui, depuis 1929, c'est géré par un aspect beaucoup plus administratif, étant donné que les chefs traditionnels ont été expulsés en 1929 de la loi sur les Indiens. Donc, le conseil, dorénavant, c'est un aspect beaucoup plus administratif. Donc, si c'est un conseil, disons, qui décide qui accepte comme autochtone ou non, peut-être qu'il devrait y avoir un conseil d'aînés en plus qui devrait être sélectionné pour faire ces sélections-là. Parce que, veut pas, c'est pas pour être péjoratif, mais c'est une observation scientifique. Depuis 1929, selon un article 72 de la loi sur les Indiens, il y a une formation administrative qui est obligatoire. Et les chefs traditionnels ont été expulsés, comme on le sait, de Akwesasne et de plusieurs nations. Il faut juste lire les articles de journaux et tout ça, tout y est. Alors donc, voilà. Fait que, il y a aussi l'aspect, c'est ça. Puis dans chaque communauté, il y a des clans différents. Il y a des clans qui sont pro telle philosophie ou telle philosophie. Est-ce que le conseil de bande représente toutes les philosophies? Ça aussi, c'est une autre grande question. Fait que de ce côté-là pour la sélection. Moi, par exemple, moi, je suis un 3e génération. Puis je suis né à Montréal, j'ai grandi à Montréal, donc pas dans un contexte autochtone. Quand je marche sur la rue, je me dis pas que je suis un autochtone et tout ça, mais quand j'étais avec des cousins, disons, de la famille et tout ça, oui, ça va. Tu sais, qu'est-ce que je veux dire? Je me sens intégré quand je fais des participations volontaires ou que lorsqu'on fait des requêtes et tout ça. Mais je trouve que c'était un peu exagéré aussi. Beaucoup de gens qui ont obtenu le statut en 2013, qui soudainement sont supra-autochtones, puis qui ont grandi en ville et tout ça, puis des choses comme ça. Il a aussi un caractère sélectif qui devrait être aussi considéré dans ça, là. Qui prend la place de qui représente qui. Fait que je trouve qu'il y a aussi ce jeu-là. Moi, j'essaye mes études, j'ai fait la technique juridique et tout ça, je l'ai payé de ma poche, je ne l'ai pas soutiré du conseil de bande. Le 3/4 de mon bac à l'UQAM, je l'ai payé de ma poche. Parce que je trouve qu'en tant que C31, c'est sans péjoratif à dire, mais c'est un peu vampirique d'aller tout sucer les fonds des conseils de bande comme ça et de la communauté étant hors réserve. Il y a aussi cet aspect-là dans l'appartenance à une communauté puis tout ça. Il faut avoir certaines réserves aussi en tout respect. Ouais. Et puis collaborer, bien sûr, sur requête. Tu sais.
parce que je sais qu'évidemment, dans les médias, le journaliste me demande toujours est-ce que vous identifiez comme Abénaki, Innu ou Mohawk, parce que ma grand-mère est comme un mix des trois. Ouais. Ben, je leur dis toujours, dites que je suis mélangé, là, tout ça, mais des fois, il y en a un qui sélectionne, un journaliste qui sélectionne que je suis Mohawk, l'autre généaliste, tu sais ce que je veux dire? Ouais. Fait que, on tente de stamper une identité aux gens qui n'ont pas nécessairement, jusqu'à un certain point, où il faudrait sentir une identité qu'on ne ressent pas particulièrement, mais que si on collabore volontairement, puis ou sous requête, c'est là, je trouve, la façon dont les gens se présentent, des fois, c'est fortement exagéré. Je pense que les gens devraient aussi penser beaucoup à cette thématique-là, là, de faire attention quand les gens disent qu'ils font partie de telle nation ou de telle nation, au lieu de dire c'est ma grand-mère qui est autochtone, je suis descendant, je suis enregistré à la banque. Point. Je pense que c'est convenable. Des gens déjà qui sont à 8 générations, qui se préclament métis, là, c'est une toute autre dimension. On voit que déjà, moi, en marchant dans la rue, je ne dis pas que je suis autochtone. Tu sais, qu'est-ce que je veux dire? Je suis descendant, fier descendant. Puis je pense que ce serait des choses à penser beaucoup à toutes les communautés puis à tous les membres de bande qui sont à mon statut, disons. Merci, Eric. Jusqu'à un certain point, prendre du recul parfois, puis laisser les gens des communautés en primeur faire les choix et tout ça. Donc voilà, c'est le point que je voulais apporter. Merci. Est-ce que, Daryl Leroux, vous souhaitiez réagir à ce commentaire? Non, juste à dire merci. Merci à tout le monde vraiment pour une bonne discussion. J'aurais aimé sortir, peut-être aller marcher quelque part, s'asseoir dans un café et en discuter davantage, là, mais ce ne serait pas aujourd'hui, mais peut-être un autre tantôt. On pensera à ça, organiser. Il y a encore beaucoup de questions dans la conversation qui n'ont pas été répondues. On s'excuse. Vous pouvez écrire à Daryl Leroux, puis écris-moi. au Sierra à Montréal. Montréal. Vite. On pensera à organiser autre chose. On vous remercie vraiment vivement pour la belle discussion. Merci, Daryl Leroux, pour la présentation. Merci pour l'invitation. Merci tout le monde. Merci. Bon après-midi. Si tu me permets, juste rajouter, effectivement, parce que la question a été posée, mais la rencontre a été enregistrée. Donc, elle sera possible de revisionner sur le site YouTube du Sierra. Ah, OK. Parfait. Donc, voilà. Je vais partager ça. Oui. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci, Daryl. Merci.